Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de On n'est pas obligé d'être d'accord. Je suis très heureuse de vous retrouver avec nos invités pour un nouveau débat. Féminisme, c'est un terme dont la définition semble a priori assez simple. Si l'on reprend celle du dictionnaire Larousse, le féminisme est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Au Maroc, cette lutte a été portée dès les années 40 par ce qu'on appelle le féminisme historique, très lié à ses débuts au mouvement nationaliste. Il a ensuite donné lieu à plusieurs courants qui ont abouti à des avancées notoires et notamment l'entrée pour la première fois au Parlement de deux femmes, c'était en 1993 et il s'agissait de Latifa Bennani Smiris et de Badiha Sqli. Mais ces dernières décennies, de nouveaux mouvements ont émergé, notamment des mouvements plus jeunes qui ont placé au centre de leurs revendications la lutte contre le harcèlement ou la lutte pour les libertés individuelles et notamment le droit pour les femmes à disposer librement de leur corps. C'est le cas des mouvements Messektesh ou encore des hors-la-loi, Kharjin al-Qanoun, qui a été créé à l'automne 2019 après l'arrestation de Hajar Reisouni. Mais il y a aussi le féminisme islamique qui a gagné en visibilité ces dernières années et qui prône l'émancipation des femmes à partir d'une relecture du texte coranique. Si la lutte pour l'égalité et la parité est encore longue, les moyens et les discours pour y arriver sont donc aujourd'hui multiples et parfois même s'opposent. Y a-t-il un féminisme au Maroc aujourd'hui? C'est donc la question de ce soir. Et comme vous le savez maintenant, on commence cette émission avec d'abord nos témoins qui nous ont rejoints ce soir. D'abord, Monsieur Soufiane Hennani, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Soufiane, vous êtes doctorant en biologie médicale, mais vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez créé une plateforme qui s'appelle Machi Rojola. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Sonia Tarab est également avec nous. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Sonia, vous êtes réalisatrice et vous êtes cofondatrice du mouvement des hors-la-loi que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Alors, on va commencer avec vous. Ce mouvement est né à l'automne 2019. Récemment, vous avez lancé une campagne, Stop 490. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la genèse de ce mouvement et des revendications qu'il porte? Au fait, comme vous l'avez dit dans l'introduction, ce mouvement est né le 23 septembre 2019 suite à l'arrestation de Hajar Reisouni, où nous avons publié un manifeste où 490 Marocaines, avec une minorité d'hommes en soutien, ont signé un manifeste pour se déclarer hors la loi, pour avouer en protestation, pour avouer qu'ils brisaient des lois au quotidien, des lois archaïques, liberticides, à savoir les relations sexuelles hors mariage ou l'avortement, qui peuvent conduire en prison, comme ces lois ont conduit la journaliste Hajar Reisouni en prison. Et donc ce manifeste a fait beaucoup de bruit. Ça a été une espèce d'électrochoc qui a été ensuite signé par des milliers de personnes, notamment des jeunes, et qui a conduit à la création aujourd'hui de ce mouvement qui est plus un mouvement présent sur les réseaux sociaux, un mouvement qui regroupe la jeunesse, un mouvement qui est aujourd'hui aussi une plateforme, une espèce d'outil où on essaie de libérer la parole pour changer la loi. On essaie de sensibiliser à ces sujets-là, on essaie de briser les tabous autour de ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est très fiers parce que nos pages sur les réseaux sociaux explosent. On a une communauté très très engagée, une communauté composée de jeunes, majoritairement de femmes, mais des jeunes hommes aussi, et d'entre les 18-25 ans. Et la preuve, c'est que quand on a lancé le Stop 490, aussi suite à une affaire qui a défrayé la chronique, à savoir l'arrestation de la jeune femme de Tétouan suite à une affaire de revenge porn où deux victimes, elle est devenue coupable. Suite à cette campagne que nous avons lancée qui a connu, on va dire, un succès ou qui a eu un impact encore plus important que le manifeste, on a compris quand même qu'on était dans le vrai quelque part et qu'on arrivait à toucher quelque chose de très qui fait mal. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Parce que vous avez lancé une campagne de signature, une pétition également aujourd'hui. Vous en êtes à peu près où de la réalisation de ce mouvement concrètement?
Au fait, l'une de nos actions, à part la sensibilisation sur les réseaux sociaux et la récolte de témoignages et le fait de libérer la parole, ça a été aussi d'utiliser les outils mis à notre disposition en tant que citoyens marocains pour changer la loi. Et donc, un de ces outils fondamentaux est le droit à la pétition qui existe depuis la Constitution de 2011. Et ce droit nous donne, nous, en tant que citoyens, la possibilité de pétitionner le gouvernement ou le Parlement. Donc, on s'est lancé dans cette aventure un peu idéaliste et romantique, et voilà. Et du coup, ça, c'est les défauts de la jeunesse, n'y peut rien. Heureusement, des défauts mais des qualités aussi, parce que sinon on ferait rien. Et du coup, donc on s'est lancé dans ça et on a rencontré beaucoup de problèmes. Maintenant, il faudra faire une autre émission à propos de ça. D'ailleurs, je vous invite à le faire parce que c'est un sujet très important. Mais on a trouvé beaucoup de problèmes parce que l'outil n'est pas facile à utiliser, n'est pas très intuitif, on va dire. Et en plus de ça, il a fallu vraiment aller à la rencontre des jeunes pour les pousser à signer. Et on a été coupé en plein élan par le corona, parce que c'est là où on était vraiment bien parti, mais le coronavirus est venu et donc on n'a pas pu aller à la rencontre de ces jeunes. Et aujourd'hui, on essaie de faire redémarrer les choses maintenant que les choses redémarrent aussi par ailleurs petit à petit. Soufiane Hennani, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez créé une plateforme qui s'appelle Machi Rojula. Quel est le discours qui est tenu par cette plateforme ? Écoutez, le discours de Machi Rojula est très pluriel. Il y a tout d'abord le discours citoyen. Avant tout, il y a le discours social, sociétal, il y a le discours politique, un peu, mais surtout pas idéologique. Nous portons la parole des jeunes d'aujourd'hui. Et donc l'idée derrière Machi Rojula, en fait, Machi Rojula est née d'une volonté, d'une prise de conscience de la libération de la parole des hommes. Nous trouvons que cela est très important. Certes, la parole des hommes est très libérée sur des sujets divers, notamment, je dirais, le foot, l'amour, beaucoup de choses, mais pas sur la situation des hommes. Ça veut dire, je parlerai par exemple de la santé mentale des hommes, de rapport des hommes à l'autre en général, mais aussi aux femmes. Et donc c'était vraiment ça l'idée. Finalement, en fait, c'est de casser la représentation, parce que sur la question du féminisme, qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, les hommes sont souvent présentés comme des bourreaux, comme, entre guillemets, hein, mais c'est comme ça, hein, comme les oppresseurs, plutôt. Et en fait, finalement, c'est de déconstruire cette idée en disant qu'ils sont peut-être aussi victimes de ce qu'on attend d'eux. C'est ça, de la virilité qui est attendue d'eux. Tout à fait. Et puis, j'aimerais beaucoup reprendre un témoignage dans le podcast Machi Rojula. Il y avait une femme qui me disait que finalement, il n'y a pas des hommes positifs et des hommes toxiques. Il y a des hommes avec des comportements toxiques et des hommes avec des comportements positifs. Et c'est vraiment ça. Oui, parce nous travaillons sur cela. On rappelle que sur la plateforme, vous faites des podcasts pour déconstruire justement ces masculinités que vous appelez toxiques. Est-ce que votre volonté, c'est aussi de mettre sur la place publique la parole de ces hommes? Est-ce que vous pensez qu'ils sont absents de la lutte féministe aujourd'hui, même si dans l'histoire du monde arabe, il y a eu des hommes très importants. Je pense notamment au Tunisien Tahar Haddad, et ça, on est dans les années 30. Tahar Haddad qui disait déjà à l'époque, le devoir nous appelle aujourd'hui plus que jamais à sortir la femme de cet obscurantisme des siècles passés et à la considérer comme membre vivant et un partenaire égal à nous, les hommes, dans la vie. Notre salut et notre liberté sont à ce prix. C'était dans un livre qui s'appelle « La femme dans la société et dans la loi ». Il a été contesté à l'époque, mais la plupart de ces idées ont été reprises dans le code du statut personnel tunisien dans les années 50. Donc, est-ce que vous voulez redonner la parole à des hommes que vous considérez absents, et pourquoi on ne les entend pas assez alors que dans l'histoire du monde arabe, ils ont pris la parole? Tout à fait. Alors, il est clair que les hommes ont toujours fait partie de la lutte féministe dans l'histoire, que ce soit politiquement ou dans la sociologie, ou dans différents aspects. Après, ce qui est important, et ça on le signale dans le podcast Machi Rojula, il faut faire attention à ne pas se réapproprier la parole des femmes. Quand un homme s'engage pour la lutte des femmes, moi personnellement je préfère le mot pro-féministe. Ça veut dire on devient un allié des femmes, et s'il y a quelque chose à changer, bah, c'est le comportement des hommes pour arriver à une égalité. J'aimerais aussi dire que, par exemple, dans le podcast Machi Rojula, on dit que les hommes font partie du problème et donc ils doivent faire partie de la solution, mais pas en se réappropriant la parole des femmes, mais en travaillant sur eux-mêmes, sur leur santé mentale, sur leur comportement avec l'autre
et plus particulièrement avec la femme. Ça, c'est très important. Ça veut dire que les hommes ne doivent pas parler au nom des femmes, mais doivent les accompagner dans leur discours et leur lutte. Tout à fait. Sonia Tarab, une autre question. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est au centre de votre démarche, c'est la révision de l'article 490 du Code pénal concernant les libertés individuelles. On rappelle quand même quelques chiffres sur les poursuites et les arrestations qui sont liées aux libertés individuelles. Ce sont des chiffres de la présidence du ministère public. En 2018, 14 500 personnes arrêtées pour débauche, 3 048 pour adultère, 170 pour homosexualité, 73 pour avortement. Comment est reçu votre discours? Parce que certains aujourd'hui disent que ça n'est pas tellement la priorité, que la priorité c'est d'abord les droits économiques, les droits sociaux. C'est une critique qui vous est adressée. Que répondez-vous à ça? Au fait, il y a plusieurs raisons à avoir, il y a plusieurs réponses qu'on peut avoir. Déjà, moi, j'aime pas quand on nous dit c'est pas la priorité parce qu'on n'est pas là pour échelonner les priorités ou dire qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a plusieurs causes qui méritent qu'on se batte pour. Et puis, si chacun de nous choisit sa cause et se bat pour cette cause, on n'est pas là pour se détruire les uns les autres ou pour critiquer les causes des uns et des autres parce que sinon, on n'avancera pas. Sinon, on ne sera pas dans quelque chose de constructif pour la société, pour le Maroc dont on rêve. Et aussi, aujourd'hui, en même temps, c'est quelque chose qu'on voit qui crève... qui nous saute au visage, pardon, c'est que quand il y a des affaires liées aux mœurs, liées à la sexualité, c'est des affaires quand même qui défraient l'opinion publique à un point inimaginable. Donc c'est pas de notre faute aujourd'hui si ces affaires-là intéressent vraiment la société, polarisent la société, si ces affaires-là aujourd'hui peut-être même créent une forme de fracture dans la société, ils méritent qu'on débatte là-dessus parce que débattre sur ces affaires-là, c'est aussi avancer ensemble. C'est aussi dire voilà, aujourd'hui c'est des débats qui cristallisent tellement d'émotions, de passion, de haine, de rejet ou d'acceptation. Donc si on les pose au centre de la table et qu'on arrive à débattre sereinement sur ça, ça veut dire qu'on va avancer sur tellement d'autres sujets dans la société. Et juste pour rebondir rapidement sur cette affaire d'hommes, nous on s'inscrit complètement dans la démarche de Soufiane parce qu'on nous appelle un mouvement féministe mixte, parce qu'on a toujours dit effectivement on est là, on parle, on dit les choses, mais on veut avoir les hommes en soutien parce que les hommes sont aussi concernés et qu'aujourd'hui quand on a un homme qui met dans sa photo de profil au féminin, c'est quelque chose de très fort. C'est une manière de ne pas s'approprier la parole, mais au contraire de l'accompagner. Sofiane Hennani, une dernière question avant qu'on rejoigne nos autres invités. Même question, comment est perçu votre discours, pas seulement par les hommes, mais au sein de la société? Et est-ce que vous vous sentez représentatif d'une nouvelle génération d'hommes qui se sentent plus libres de parler de ces sujets? Tout d'abord, nous sommes très, très contents et nous recevons des commentaires encourageants. Donc déjà, nous sommes écoutés par 57% des hommes, ce qui est bien parce qu'on s'adresse aux hommes principalement, dont je fais partie bien sûr. Et aussi, il y a le fait que nous recevons beaucoup plus des messages par des femmes. Ça veut dire que la parole des hommes a besoin de se libérer encore plus. Et donc, mais finalement, moi je trouve que des hommes positifs, ou des hommes avec des comportements positifs pour être plus précis, ont toujours existé. Et ils existeront. Après, aujourd'hui, il faut que les hommes s'engagent, mais je le précise encore une fois, sans se réapproprier la parole. Ça veut dire d'être un allié aux femmes. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. On le voit déjà à travers le podcast Mesher Rojoula, mais pas que. Parce que les hommes sont engagés pour la justice sociale. Merci. Sur le genre, tout simplement. Merci pour ce témoignage. Je vous propose de rejoindre nos deux autres invités autour du plateau. Et nous retrouvons dans la deuxième partie de cette émission nos deux autres invités. Tout d'abord, Madame Imen Lerwina. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Madame Lerwina, vous êtes présidente de l'Organisation pour le renouveau de la conscience féminine et vous êtes chercheure en sciences politiques et en droit public. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Madame, de m'adresser l'invitation pour participer avec vous dans cette soirée. Merci beaucoup. Bienvenue. Je suis ravie. Et face à vous, Madame Wafa Haji, bonsoir. Bonsoir, Madame. Madame Haji, vous êtes coordinatrice du collectif Parité Maintenant.
et vous êtes aussi présidente de l'Internationale socialiste des femmes et présidente fondatrice de Jossour, le Forum des femmes marocaines. Ça en fait des casquettes. Oui, c'est un parcours. Alors, Madame Hadji, je vais commencer par vous, parce que j'évoquais tout à l'heure en introduction l'émergence de nouveaux mouvements dont on vient avoir un aperçu dans la première partie de cette émission. Juste pour que l'on comprenne ce féminisme historique que j'évoquais, né depuis les années 40, qui s'est poursuivi ensuite en s'adossant notamment à la gauche et aux partis politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, quand on dit féminisme historique, de quoi est-ce qu'on parle exactement et quels étaient les ressorts de ce discours? Eh bien, je pense que quand on parle de ce féminisme, il a certaines caractéristiques. Vous l'avez dit, c'est essentiellement un mouvement qui a émané des partis politiques, des militantes de partis politiques de gauche, de l'Union nationale des étudiants du Maroc également. Et avant même des nationalistes, des partis nationalistes. Bien sûr, avant, il y avait aussi... Avec Ahawat Safa et l'Union des femmes du Maroc. Et oui, effectivement. Je pense que l'Union nationale des femmes marocaines et après le planning familial, effectivement. Mais je pense que dans cette période des années 40, jusqu'à l'indépendance, Ahawat Safa peut-être émergé quelque peu parce que elles ont remis en cause et elles se sont même adressées dans des appels aux ulama pour finalement s'élever contre les discriminations qui existaient. Alors que les autres mouvements étaient beaucoup plus proches donc, du mouvement nationaliste et étaient dans un sillage plutôt avec peut-être une influence salafiste, beaucoup plus à ce moment-là. Mais le salafisme éclairé représenté notamment par Al-Fassi, dont elle reprenait des arguments d'ailleurs. Et El-Hijwi également dans cette période-là. Et donc, c'était beaucoup plus la femme dans l'éducation, parce que l'éducation était importante, aussi bien dans la période avant l'indépendance et juste après. Il y a eu un large mouvement pour l'instruction des femmes, qui était justement due à ce salafisme éclairé. Mais par la suite, nous avons constaté dans les années 60, 65, peut-être aussi à cause de la conjoncture politique, de la fermeture un peu du politique dans les années 60, un retour vers disons des schémas beaucoup plus traditionnels en ce qui concerne la femme, dans le caritatif et puis bon, dans son rôle de reproduction. Donc il y a eu un retour. Et ce n'est qu'après disons une réouverture politique dans les années 75 que l'on a senti qu'il y avait un nouveau mouvement qui naissait. Beaucoup de femmes se sont entrées en politique, justement dans les partis de gauche. Elles ont vite déchanté parce qu'elles ont compris qu'il y avait des aspects sur lesquels les dirigeants politiques étaient très ambigus. Donc elles se sont émancipées, en créant des leurs partis propres politiques. Organisations. Et ça, c'est la deuxième phase à partir des années 80, où on a eu notamment la première société civile féministe marocaine. Exactement. Il faut dire aussi que ça correspondait, à partir de 75, ça correspondait aussi à la plateforme d'action de Beijing. 1975, 1979, la proclamation et la promulgation de CEDAW. Donc tout cela a fait qu'il y a eu un mouvement des femmes, essentiellement de gauche, qui ont créé donc un ensemble d'organisations. Sur quoi se fondait leur action? Je pense que c'était une action de dénonciation au début. Et puis progressivement, il y a eu, je dirais presque une professionnalisation, et avec disons, le passage vers une action de plaidoyer et de force de proposition. Et notamment pour les droits sociaux, économiques et politiques pour les femmes. Et pour les droits civils, avec la Modouana. Parce que la Modouana était très importante. C'était, si vous voulez, le symbole qu'il fallait changer pour en fait briser un tabou. Et je crois que quand même c'est un mouvement qui a réussi cet aspect-là et qui a permis aussi, qui a contribué à changer et à renforcer, à consolider la citoyenneté.
Très bien, merci pour ce rappel historique. Madame Imen Laouina, pareil, en introduction, j'évoquais à côté de l'émergence de ces mouvements plus jeunes, basés sur les réseaux sociaux, un activisme surtout sur les réseaux sociaux, le féminisme islamique. Ouais. Alors en préparant cette émission, ouais. Vous me disiez que ce n'était pas un mot que vous employez, vous lui préférez le terme de féminisme conservateur. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste exactement et est-ce qu'il a plus de visibilité ces dernières années? Oui, merci beaucoup de votre question. Revenons au féminisme historique. J'ai un aperçu sur ce thème. On peut dire que le mouvement féminin au Maroc commençait, à vrai dire, dans les années 40 et les années 30. Il a été disposant d'un projet politique lié à la résistance contre le colonialisme. Et après, depuis cette date, il a été toujours un mouvement cohérent et ambitieux qui a des objectifs à rétablir les femmes et les filles, bien sûr, dans leurs droits et dans leur dignité par une contribution à changer, à transformer les structures sociales. Le féminisme islamique, comme vous le nommez, ou le féminisme conservateur, était déjà connu dans les années 90. Pourquoi? Parce que la question féminine au Maroc a connu dans ces années deux différentes attitudes liées bien évidemment avec l'identification du Maroc à la Convention internationale de l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. On peut dire qu'il y avait eu deux approches. Ces approches totalement étaient différentes. Et bien opposées. Le front laïque moderniste qui s'appuyait sur les droits de l'homme universels et l'approche conservatrice qui s'appuyait sur les constantes religieuses et nationales. Cette contradiction de point de vue a été moins modérée après 5 ans ou 6 ans par l'adoption de la Moudouana grâce à l'intervention de Sa Majesté. Est-ce que ça a été le moment justement d'une fracture entre ce que vous avez appelé à l'instant le féminisme islamique qui s'inscrit dans des valeurs universalistes et un féminisme que vous appelez conservateur et qui s'appuie sur les constantes dont le Coran? Est-ce que ça a été le moment d'une fracture et d'une scission claire entre deux courants féministes? Oui, ça a été, mais après, les deux clans sont devenus de plus en plus cohérents dans leur champ de bataille, parce que la Moudouana est sortie dans les années de 2004, pour l'application de 2004, grâce à l'intervention de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et ça a pu aider à rendre les débats entre les deux clans plus fructueux et plus pertinents. Et vous pensez aujourd'hui que c'est pacifié? Non, les rapports entre les deux courants se sont pacifiés? Oui, c'est pacifié. Oui. Madame Haji, vous êtes de cet avis concernant l'évolution du féminisme islamique ou conservateur, comme l'appelle Madame Laouina? Moi, je dois d'abord préciser que même le féminisme progressiste, historique, s'est beaucoup appuyé sur une relecture des textes. Notamment avec tous les écrits de Fatima al-Mernissi, qui a été une des précurseurs dans ce domaine-là. Alors, puisque vous la citez, je rappelle une de ses citations concernant justement cette approche du féminisme qui passe par les constantes. Voilà ce qu'elle disait dans un de ses ouvrages. « Si les droits des femmes sont un problème pour certains hommes musulmans modernes, ce n'est ni à cause du Coran, ni à cause de la tradition islamique, c'est tout simplement parce que ces droits sont en conflit avec les intérêts d'une élite masculine. » Donc, ce que disait Fatima al-Mernissi, c'est que ça n'était pas le Coran ou les interprétations du Coran qui posaient problème, mais c'est la mainmise des hommes sur un ordre social et politique qui freinait cette émancipation. Exactement, exactement. Donc il n'y avait pas lieu de passer par les constantes, si? Écoutez, nous, on a beaucoup travaillé sur la déconstruction du discours, justement, de cette élite masculine qui a longtemps été dans l'obéissance des femmes, dans leur rôle cantonné à l'espace domestique, etc. Donc, nous avons... Et tout cela, effectivement, c'est beaucoup...
presque, si vous voulez, comme vous l'avez dit, s'est beaucoup révélé lors du plan d'intégration de la femme au développement, qui a été présenté, élaboré par le gouvernement de feu Abdelrahman El Youssoufi, et qui a amené à la marche des années 2000. Et c'est là, effectivement, où on a senti qu'il y avait presque un fossé, ou en tout cas une divergence profonde sur certains aspects, je dois le préciser, sur certains articles, pas tout. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pacifié ? Je dirais que, bon, je pense que le féminisme islamiste a beaucoup évolué aujourd'hui. Et que ses représentants, même au niveau international, ont quand même aujourd'hui un discours qui est beaucoup plus avancé qu'auparavant. Alors je ne sais pas si, moi je pense aussi par exemple au Maroc à Asma El Marabat qui a beaucoup fait avancer ces idées-là aujourd'hui dans le domaine de la déconstruction finalement du discours religieux. Par contre, je constate que sur le plan politique, nous avons encore des représentants du féminisme politique qui font barrière à cette évolution-là. On va arriver dans un instant sur le lien avec la politique, mais un retour vers nos deux témoins qu'on n'a pas entendus depuis tout à l'heure sur cette question à la fois du féminisme historique et du féminisme islamique. D'abord, est-ce qu'il y a un héritage du féminisme historique que des mouvements comme le vôtre plus récents s'approprient aussi? Est-ce qu'il y a une transmission, une connaissance? Et puis sur le féminisme islamique, Asma El Marabat notamment soutient le mouvement des 490. Quel regard vous portez sur cette fracture, même si vous dites toutes deux qu'elle s'est réduite ces dernières années, entre un féminisme plutôt laïque et un féminisme qui s'appuie sur les textes de la tradition? Sonia Tarab et après Sofiane. Au fait, nous, aujourd'hui, le jour où notre mouvement est né, il est né de manière très spontanée. Ça n'a pas été quelque chose de réfléchi, mais quelque chose d'épidermique. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que oui, on s'est inspiré de ci ou de ça pour se lancer. C'était juste une affaire qui nous a révoltés, qui nous a mis en colère et on s'est dit, allez-y, on se trace, on se lance, on libère la parole, on dit les choses et on voit où ça mène. Et on ne s'attendait pas du tout à ce que ça ait autant d'ampleur. Donc ce n'est pas une construction intellectuelle qui a amené à ce mouvement. Ça a été une réaction au fait à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, à l'hypocrisie sociale, aux conséquences de ces lois liberticides sur le quotidien de milliers de jeunes, des jeunes femmes mais aussi des jeunes hommes au Maroc aujourd'hui qui souffrent. Et ça a été aussi une manière de dire ok, aujourd'hui il est temps d'en parler parce que nous, si on s'inscrit dans un courant féministe, on est quand même, on s'adresse quand même, on a quand même un seul angle d'attaque, à savoir les libertés individuelles. Et je trouve ça très intéressant aujourd'hui au Maroc que le courant féministe que nous on représente, qui est un peu la 4e vague du féminisme, après le mouvement MeToo, etc., les réseaux sociaux et tout, qui est un mouvement mondial, ben qu'aujourd'hui au Maroc, ce courant féministe de la 4e vague, s'approprie des questions liées aux libertés individuelles. Il y a encore beaucoup de problèmes, on va pas se voiler la face par rapport à l'égalité, la parité, etc. Mais le fait que nous, cette nouvelle génération aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on parle de féminisme, mais pour s'attaquer précisément aux libertés individuelles dans un pays arabo-musulman comme le Maroc, je trouve ça fantastique. Vous pensez avoir brisé un tabou? Oui, on pense avoir brisé un tabou, mais un tabou qui avait besoin d'être brisé, qui avait envie d'être brisé. C'est-à-dire, nous, on est venus, on a juste, on l'a à peine frôlé et il a explosé. Et ça, c'est, pour moi, il y a aussi, on l'a vu par rapport, moi, dans mon histoire personnelle, avant, il y a encore quelques années, vous m'auriez posé la question, vous m'auriez dit, est-ce que vous êtes féministe? Je vous aurais dit, ah non, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire le féminisme, etc. Mais quand le mouvement MeToo a éclaté, il nous a permis de nous remettre en question à tellement de niveaux. Et entre-temps, j'avais aussi fait ma web-série Maroquiat et tout. Et donc, fondamentalement, les choses ont changé. Fondamentalement, pour moi, la manière dont je vois les choses, la manière dont je me considère en tant que femme, la manière dont je me double-check dans mes comportements dont je n'avais pas conscience avant, ben, ça a été une révolution d'abord à un niveau personnel. Et forcément, je pense que ce qui s'en est suivi et la création de ce mouvement et tout, c'est aussi une réponse à cette révolution qui est d'abord personnelle, d'abord intime. Sofiane Hennani, pareil, votre regard sur les autres mouvements qu'on vient d'évoquer? Oui, alors moi pour répondre à cette question, j'aimerais aborder 2 points. Le premier, c'est alors celui sur le féminisme historique mais aussi islamique parce je crois qu'il y a un point de convergence. Et là j'aimerais parler de 2 hommes que vous avez cités tout à l'heure, qui sont Tahar Haddad et Qassem Amin. Qassem Amin, l'Égyptien.
Tout à fait. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la lecture que ce soit de Tahar Haddad ou Qasem Amin n'était pas conservatrice du tout. Au contraire, elle était avant-gardiste. Et aussi, d'ailleurs, Tahar Haddad, il vient de l'université Zaytoun. Et moi, ce que je trouve de très avant-gardiste dans cette lecture, c'est d'ailleurs le fait que Tahar Haddad, quand il écrivait, en fait, il ne s'adressait pas, il n'était pas dans un discours de culpabilisation des femmes. Ce discours qui est devenu plus tard très répandu, qui dit que femmes, libérez-vous, etc. Au contraire, il s'adressait à une société patriarcale pour leur dire les femmes doivent être engagées dans la société, les femmes doivent faire, et c'est pour le bien du pays, et que les femmes doivent être éduquées, etc. Le deuxième point, c'est celui sur le féminisme islamique. Je ne crois pas qu'il est tout le temps conservateur. D'ailleurs, il est souvent avant-gardiste. Je citerai Amina Wadoud, par exemple, qui jusqu'à aujourd'hui... aux États-Unis, qui est afro-américaine. Tout à fait. Et qui dirige même les prières. Je crois qu'elle a été la première femme à diriger une prière en 2005, je crois. Oui, et donc jusqu'à aujourd'hui, sa lecture de la religion reste très avant-gardiste parce que elle parle des femmes, des droits des femmes, etc. Mais elle parle aussi de la pluralité des genres, de la sexualité. Et ça, moi, je trouve que ce sont des sujets très, très importants aujourd'hui pour dire aussi que finalement, le féminisme islamique n'est pas tout le temps conservateur. Et si je peux juste me permettre, je trouve que c'est aussi un point très important pour lutter contre la radicalisation, par exemple. Madame Laouina, Sofiane Hennani finalement vient de dire que le mouvement du féminisme islamique était peut-être aujourd'hui aussi divers. C'est-à-dire que s'il y a un féminisme conservateur, islamique conservateur, ça veut aussi dire qu'il y a un féminisme islamique libéral? Oui, bien sûr. Ce féminisme islamique libéral est reconnu, est reconnu par islamique conservateur, entre parenthèses, a consacré depuis 20 ans de grandes démarches à la cause féminine au Maroc. Plutôt on parle du Maroc, et en luttant pour mettre en œuvre des idées de justice sociale et de l'égalité. Mais alors, pardon, permettez-moi, juste, oui. S'il y a un féminisme islamique libéral et un féminisme islamique conservateur, ça veut dire quelle est la limite du mouvement conservateur ? Au-delà de quelle limite il ne va pas? Par exemple, est-ce que des mouvements comme celui de Sofiane Hennani ou la question des libertés individuelles portée par les hors-la-loi, c'est une limite que le féminisme islamique conservateur ne franchira pas? Le féministe libéral, plutôt, il travaille sur les thèmes, des thématiques qui ont lié à la politique, aux droits sociaux, civils et économiques de la femme marocaine. Alors, revenons à ce féministe, il a beaucoup travaillé sur le renouvellement des textes religieux, et il a donné maintenant un certain aspect, comme vous le dites, très libéral. Il a pu évoluer sur le terrain pour, par exemple, pour la cause féminine marocaine, de point de vue de mécanismes à plaidoyer et dans l'intervention sociétale au profit de la femme que des filles. On peut dire aujourd'hui, et j'insiste, que ce mouvement est un vrai modèle de persévérance, d'ouverture et de tolérance au service de la cause féminine au Maroc, convaincu plus que jamais que l'égalité comme outil qui va nous amener certes à respecter les droits des Marocains tant que personnes humaines et citoyennes. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est la limite que ne franchirait pas le féminisme islamique conservateur? Par exemple, quel regard vous portez sur un féminisme comme celui de 4e génération, hein, je reprends les termes de Sonia Tarab, est-ce que c'est un sujet dont vous vous emparez? Amina Wadoud, qu'évoquait aussi Sofiane Hennani tout à l'heure, parle ouvertement des libertés sexuelles, des libertés individuelles. Est-ce que ce sont des questions dont vous vous emparez, ou vous estimez qu'elles font partie de l'espace privé, qu'elles ne font pas partie de vos revendications? Non, à propos des questions qui sont liées aux libertés individuelles,
Tout ça, on pense, personnellement, je pense que la réponse se trouve dans le préambule de la Constitution 2011. Alors, on est un pays islamique, il y a musulmans, il y a des limites qu'on ne peut pas affranchir, mais on reste très ouvert à la liberté des gens. Il y a toujours, comme je l'ai déjà dit, des limites entre l'espace public et l'espace privé. Il ne faut affranchir ni la légitimité ni de l'un ni de l'autre. Madame Hadji, je reviens à vous. Donc on a un peu dressé un tableau des différentes demandes, revendications. Je voudrais revenir sur le féminisme historique et ses liens aujourd'hui avec ces différentes composantes du féminisme marocain. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il y a eu une sorte de rupture en 2011 à la faveur du printemps démocratique parce que les féministes historiques ont tardé à rejoindre les mouvements des jeunes. Pourquoi et est-ce que ça a créé aussi une rupture? Je ne pense pas que ça ait créé une rupture. Est-ce qu'ils ont tardé? Peut-être. Vous savez, moi je vais vous dire en toute franchise, je pense que cette période, après 2004 et l'adoption de la Moudouana, il y a eu comme disons, une période je dirais, de repos du mouvement des droits des femmes au Maroc. La lutte pour le changement et la modification de la Moudouana a été dure, elle a été longue. Et elle a épuisé quelque peu le mouvement des droits des femmes. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu peut-être une réaction aussi rapide vis-à-vis du mouvement de février 2011. Mais certains à l'époque avaient reproché par exemple au mouvement féministe historique de ne pas avoir assez pris en compte la dimension sociale. Parce qu'en 2011, il y avait beaucoup aussi de femmes de milieux populaires oui. Qui étaient dans la rue pour revendiquer leurs droits et ne faisaient pas de la discrimination contre les femmes une revendication à part entière. Alors que pour vous, c'est au centre de votre lutte, la discrimination de genre. Oui, oui, et ce n'est pas, je ne pense pas que les femmes, que le féminisme historique ne prenait pas en considération la dimension économique et sociale. Je ne veux pas dire qu'on parle de priorité parce que pour moi les droits sont indivisibles et on ne peut pas les diviser. Mais je pense que le mouvement des droits des femmes dans les années 80 et 90 jusqu'à donc 2000 avait quand même comme priorité, je dirais, d'abord la Moudouana, c'est-à-dire le droit civil, qu'on considérait comme très important, et aussi la représentation finalement au poste de prise de décision, parce que on considère que c'est ce qui va changer quelque peu au niveau de l'influence, de l'impact sur les politiques publiques, sur les droits économiques et sociaux, etc. Et on a aussi beaucoup travaillé sur l'autonomisation, parce que c'est l'autonomisation qui amène justement cette autonomie au niveau économique et qui donne plus de possibilités aux femmes de s'exprimer. Donc on a beaucoup travaillé sur l'expression des femmes, on a beaucoup travaillé sur les droits civils et sur les droits politiques. Est-ce que ça nous a fait oublier l'aspect social? Non. Moi, je pense qu'il y a énormément d'associations dans le cadre de ce mouvement des droits des femmes, qui travaillaient au quotidien avec les femmes. Et je pense aussi à l'aspect de violence avec les centres d'écoute qui ont été mis en place, etc. Donc je ne peux pas dire que le féminisme de cette époque a oublié cet aspect des femmes. Et surtout pas qu'il ait été élitiste. Parce que, en fait, c'est ce que vous sous-entendez quand vous parlez de cela. Ce n'est pas moi, c'est les recherches qui... C'est un reproche qui a été fait au mouvement féministe historique. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça a été le cas. Parce que nous tous, nous avons énormément travaillé sur la proximité. Nous avons beaucoup travaillé avec les femmes en milieu rural, en milieu urbain. Et je ne pense pas que les droits économiques et sociaux étaient oubliés. Une dernière chose, c'est que pour la Constitution de 2011, le mouvement des droits des femmes a été très très agressif, a fait un bon plaidoyer, et s'il y a énormément d'aspects qui considèrent les droits des femmes qui ont été intégrés, et l'article 19 notamment, c'est grâce au plaidoyer qu'ont fait le mouvement des droits des femmes à ce moment-là. Il y a en effet eu beaucoup d'acquis
à mettre au crédit et au compte de ces luttes féministes enracinées déjà depuis des décennies. Alors aujourd'hui, donc là on a vu ce panorama, mais on a l'impression que finalement chaque mouvement prend le problème par un bout de la lorgnette. Que le Stop 490, c'est par la lorgnette des libertés individuelles. Vous, c'est un féminisme sur les droits sociaux politiques fidèle à ses origines. Madame Laouina, c'est un féminisme conservateur, donc qui s'inscrit dans un certain référentiel. Soufiane Hennani, vous êtes plus proche aussi de la question des libertés individuelles, etc. Mais finalement, est-ce qu'il y a un objectif commun aux féministes marocaines aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore, pour répondre à la question posée par cette émission, est-ce qu'il y a encore un féminisme aujourd'hui? Si je peux juste rebondir rapidement par rapport à cette histoire d'élitisme, parce que même nous, on nous reproche d'être élitiste dans le sens où la manière dont le mouvement a été créé et les personnes qui l'ont porté au début, donc on a eu beaucoup de reproches de « Ah, vous êtes des privilégiés, ah, c'est l'élite, etc. » Pas seulement l'élite, pardon, je complète, il y a aussi, parce que ça faisait partie des questions que j'allais vous poser après, un reproche d'être occidentalisé. Voilà, d'être occidentalisé parce qu'on a fait la couverture, enfin on a été couvert par tous les médias marocains, mais on a aussi fait la couverture du Monde et tout s'est fait en même temps, donc c'était quelque chose d'assez, on va dire, assez provocateur, relayé, voilà, relayé, etc. Mais aujourd'hui, moi, ce qui est très important, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. Je pense qu'il faut aussi que c'est important que je le répète aussi, c'est que la première des choses, c'est que les gens, les Marocains, les Marocaines et les Marocains qui souffrent aujourd'hui le plus de ces lois ne font pas partie de la bourgeoisie, ne font pas partie de l'élite. Au contraire, quand on a les moyens au Maroc, on a les moyens de louer un appartement incognito, on a les moyens d'aller dans des restaurants, de s'enfermer dans des voitures. Plus on a de l'argent, plus on est libre au Maroc. On a les moyens de se faire avorter, on a les moyens d'aller en Espagne se faire avorter, en France ou payer 4000 dirhams. C'est vraiment aujourd'hui les gens qui sont le plus... qui souffrent le plus socio-économiquement, qui pâtissent de ces lois, comme on l'a vu d'ailleurs avec le cas de Hannah. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour dire « Ah, on veut la liberté individuelle, ah, on veut la liberté sexuelle, donc demain, c'est la débauche dans la rue. » Non, non. Nous, ce qu'on dit, c'est très simple. On dit aujourd'hui, pour revenir à cette histoire d'espace public et d'espace privé, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que c'est honteux. Pour les femmes, c'est quoi aujourd'hui le combat féministe au Maroc? C'est juste un meilleur avenir, un meilleur quotidien, un meilleur Maroc pour les femmes, si on résume ça. Et bien aujourd'hui, c'est honteux que des jeunes femmes qui se font violer, que des jeunes femmes qui sont victimes de revenge porn, de harcèlement, quand elles vont porter plainte, elles se retrouvent en prison. Ou elles sont menacées de se retrouver en prison. L'un des derniers témoignages qu'on a reçu, pas plus tard qu'avant-hier, c'est une jeune femme qui nous a écrit complètement désespérée en nous disant « Je suis victime de revenge porn, je suis allée porter plainte et la substitut du procureur m'a menacée de me mettre en prison à cause de l'article 490 et je suis sortie en courant. » Et ça, c'est un scandale. Nous, on n'est pas là pour dire « Ah, voilà, la liberté sexuelle, c'est important, on veut être comme l'Occident veut. » Non, non, on dit juste que chouma, qu'aujourd'hui, au Maroc, des jeunes femmes ne puissent pas porter plainte quand elles sont victimes de violences. Mais avant de vous donner la parole, Madame Hadji, juste parce que vous l'avez évoqué, Sonia, et avec passion, c'est révoltant. Quand vous dites ceux qui en souffrent le plus, ce sont souvent des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre ou d'avoir une autre solution. Je vais me faire l'avocate du diable. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Est-ce que dans votre mouvement aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont démunies? Est-ce que vous avez des personnes de tous horizons qui vous rejoignent? Nous, aujourd'hui, on a reçu plus d'1 millier de témoignages depuis qu'on a commencé, des témoignages anonymes que je vous invite à aller consulter sur nos pages, qu'on publie régulièrement. Et aussi, quand on fait des appels à volontaires, eh ben, on a des bénévoles partout dans le Maroc, dans des villes dont vous n'imaginerez même pas que dans cette petite ville-là, il y aurait quelqu'un qui s'intéresserait à ce sujet-là, qui nous écrive pour nous dire « Merci, on est là, on veut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc ça déconstruit beaucoup de préjugés sur l'idée que c'est une initiative urbaine et plutôt élitiste, occidentalisée. Exactement. Même nous, on est surpris par cette nouvelle génération qui a soif de changement, qui a soif de liberté, qui a envie d'un Maroc meilleur. Cette génération qui nous écrit souvent pour nous dire « Je préfère quitter le Maroc » ou « J'ai quitté le Maroc parce que je ne me sens pas libre, parce que j'ai été harcelée, parce que je n'ai pas pu aller porter plainte ou parce que je ne peux pas marcher dans la rue avec mon petit copain, ma petite copine ou parce qu'un jour un flic m'a arrêté comme ça et ça m'a fait mal et donc j'ai préféré quitter le Maroc. » Et des témoignages comme ça, on en a plein et je vous invite vraiment à aller les consulter sur nos pages parce qu'ils sont vraiment effrayants et voilà, ça donne la rage pour continuer, quoi. Madame Hadji, là on vient d'entendre, comme disait Sonia Tarab, des témoignages de toute une partie de la jeunesse marocaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça, un peu de ce cri du cœur sur la demande de plus de liberté pour tous ces jeunes?
Écoutez, d'abord, je vais revenir peut-être à la question que vous aviez posée initialement. Qu'est-ce qui caractérise ou qui peut unifier l'ensemble de ces mouvements qui, en fait, travaillent dans le même sens? Je pense que notre sens, c'est le respect de la dignité humaine et de la dignité des femmes, et c'est le respect des droits. En fait, c'est aller vers plus de citoyenneté, de reconnaissance de la citoyenneté et de tous les citoyens, parce que vous savez, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes. Les hommes aussi sont victimes. Ils sont victimes de certains stéréotypes, je pense, et il faut déconstruire tout cela. Et pour cela, vous avez un rôle important, vous, en tant que média. Donc je pense que nous allons tous dans le même sens. Que nous le prenions de différentes manières, c'est tout à fait normal, étant donné cela dépend de la sensibilité de chacun. Bien sûr, le mouvement des droits des femmes, que je dirais historique, a peut-être un parcours, une expérience et une pratique qui a commencé avec des cris du cœur dans les années 60-70, qui s'est structuré par la suite et qui a peut-être un peu plus d'expérience. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mouvement qui est coupé de cette jeunesse ou même de ces mouvements. Au contraire, moi je suis véritablement fière qu'il y ait cette 4e génération, qu'elle puisse, ça prouve que nous sommes... Est-ce que vous la trouvez plus décomplexée? Pas forcément. Nous l'étions tout à fait. Nous sommes tous. Nous avons. Et vous savez, hein, être une combattante ou lutter, une militante de l'action des droits des femmes dans les années 60-70 était peut-être beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Hein, et il fallait être très décomplexé pour pouvoir le faire. Donc je ne pense pas que ça se pose en ces termes-là. Non, mais c'est important de le dire, parce que pour certains, le fait d'oser aborder des sujets comme la sexualité, les libertés individuelles, c'est décomplexé, mais c'est pour ça que je vous posais la question. À chaque conjoncture, il y avait ces luttes, ces thématiques de lutte. Vous savez, pour nous, effectivement, le statut des femmes, c'est ce qui donne aujourd'hui la possibilité de parler des libertés individuelles. C'était peut-être aussi un préalable. Parce que c'est en brisant ce tabou, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on a pu arriver aujourd'hui à d'autres luttes. Et moi, je suis heureuse qu'il y ait justement cette nouvelle génération, parce que ça me prouve tout simplement que c'est une société qui est vivante, qui est dynamique et qui peut aller de l'avant. Et je suis fière de ces jeunes. Imen Laouina, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une convergence des féminismes aujourd'hui, ou est-ce que le référentiel que peuvent avoir certains courants comme le vôtre fait qu'il y a une limite à ce qu'on peut revendiquer ensemble? Certainement, revenant à votre question bien précise, certainement on est maintenant dans le plateau, on est en train de faire une certaine évaluation collective du féminisme marocain. Tout ce que je peux dire, que la convergence des opérations et des initiatives et des programmes et des interventions liées à la cause féminine entre les intervenantes féministes marocaines, soit différents de points de vue, soit de la gauche ou de droite, a bien servi la situation de la femme marocaine pendant ces 20 dernières années, après surtout la constitution de 2011. Et après l'engagement constitutionnel sur cette question, et surtout sur la question de la parité, l'article 19 de la Constitution, ils ont tout ce travail à pousser les autorités gouvernementales à adopter une politique à promotion de l'égalité et mettre en œuvre une nouvelle génération de la législation nationale en faveur des femmes, surtout par priorité les droits politiques, les droits économiques et les droits sociaux, que je peux citer quelques exemples. La loi 103/13 fixant les conditions relatives aux violences faites aux femmes, la loi 19/12 fixant les conditions de travail, d'emploi des travailleurs et travailleuses domestiques, l'adoption de la loi relative au statut de l'auto-entrepreneur, la promulgation d'historique de 3 textes de loi. Alors juste quelques exemples, parce que si on les fait tous, on est encore là pour un moment. Juste quelques exemples, s'il vous plaît, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Relative aux terres sous les liettes, effectivement. C'est beaucoup stratégique. Et aussi la loi organique des finances adoptée en 2015, qui a fait l'adoption de l'approche genre.
Et ensuite, il y a eu beaucoup de lois, les lois organiques de la Chambre de représentants, conseillers, etc. Et bien sûr, maintenant, il y a encore plusieurs chantiers. Il y a encore plusieurs chantiers. Oui. Je vais poser la question tout à l'heure de tout ce qu'il Sur les reste chantiers, à oui, faire. les chantiers actuels. Mais je voudrais juste, s'il vous plaît, revenir, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et c'est un point important. On a posé là les objectifs qu'on vient de définir et qui sont plus ou moins communs. Maintenant, sur les discours et les méthodes, il reste la question de savoir est-ce qu'il y a compatibilité ou pas entre les méthodes. Une question qui me paraît importante en vous écoutant, c'est la question de pourquoi est-ce que le discours du féminisme islamique est porteur aujourd'hui, pas seulement au Maroc, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et pour poser la question peut-être encore plus directement, est-ce qu'il y a aujourd'hui un discrédit de l'universalisme? Tout à l'heure, Sonia Tarab, quand je vous disais que votre mouvement a été attaqué en étant accusé d'être occidentalisé, c'est parce qu'il s'inscrirait dans des référentiels féministes, universalistes, très éloignés de notre tradition de pensée. Est-ce que aujourd'hui l'universalisme est discrédité? Je cite Asma Al-Marabout, à laquelle on a beaucoup pensé aujourd'hui. Voilà ce qu'elle disait à Jeune Afrique en mars 2017. C'était après son livre sur Islam et les femmes, les questions qui fâchent. Elle disait: le propos de mon livre est de déconstruire l'orthodoxie musulmane qui ne fonctionne plus. Certes, il est plus facile de la démonter selon une vision laïque fondée sur les droits de l'homme, mais comme nous sommes dans des pays musulmans, il faut utiliser ce même référentiel pour prouver qu'il ne tient plus la route. Donc deux choses. Est-ce que dans un pays à référentiel islamique, la seule arme de combat, c'est de passer par l'interprétation religieuse? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un discrédit de l'universalisme aujourd'hui? Un tour de table pour cette question. Sonia Tarab. Moi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a encore quelques années, si vous m'aviez posé la question de est-ce que je suis islamique, est-ce que je suis féministe ou est-ce que je suis pour le féminisme islamiste, je me serais forcément inscrit dans un courant où je dirais non, le féminisme islamique est un oxymore, c'est pas possible et tout, même en remettant en question l'idée même de féminisme par rapport au rapport avec les hommes dans la société, etc. Mais aujourd'hui, avec le temps, les expériences, le fait d'avoir échangé avec tellement de femmes différentes, d'avoir eu tellement, enfin l'occasion d'avoir eu accès à tellement de témoignages, de paroles différentes, mais je respecte au fait la pluralité de ces féminismes, de ces paroles. Je pense que chacun a lieu d'exister et je pense que quelque part quand une Asma Al-Marabout s'érige et se tient debout et soutient le Stop 490 et fait un post Facebook qui a été relié des dizaines de milliers de fois pour soutenir le courant Stop 490 avec des référents islamiques, ben, moi ça me fait du bien et je pense que ça nous fait du bien à tous et qu'on en a besoin et qu'il faut arrêter d'être justement dans la radicalité ou dans la rupture ou dans non c'est comme ça, non c'est pas comme ça et qu'aujourd'hui ben, le fait d'être une société plurielle, le fait de vouloir construire un Maroc meilleur, un Maroc moderne, un Maroc qui a signé des conventions internationales, qui a une constitution qu'on doit aussi mieux maîtriser et mieux utiliser, ben, ça s'inscrit aussi par rapport au fait de se respecter les uns et les autres, de respecter les paroles et d'échanger sereinement. Sofiane Hennani, sur cette question, est-ce qu'il y a un discrédit selon vous de l'universalisme aujourd'hui et est-ce que le seul langage audible dans des sociétés comme la société marocaine, ça reste le langage avec des référentiels de la tradition ou les constantes, ce qu'on appelle les constantes de la Constitution? Alors, moi, personnellement, je me retrouve beaucoup plus dans un féminisme intersectionnel. Et d'ailleurs, pourquoi je suis très proche de la lecture de l'islam, du féminisme islamique, mais pas conservateur, c'est parce qu'il est inclusif. Il est intersectionnel, il a beaucoup de choses. Intersectionnel, ça veut dire qu'il croise plusieurs facteurs de discrimination, c'est-à-dire, par exemple, pour les États-Unis, la race, le genre, le statut social, etc. Exactement, et la particularité de notre contexte au Maroc, il y a aussi ce qui est très important dans cet islam, c'est qu'il n'est pas ce féminisme, pardon, j'ai dit ça. Et dans ce féminisme, c'est qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas moralisateur. Il ne donne pas de leçons. Ça veut dire qu'il prend en considération les histoires des femmes, mais les histoires des gens en général. Il ne fait pas la morale, il ne donne pas de leçons aux gens, mais il prend en considération les histoires, le vécu, les expériences des gens. Et moi, je trouve ça très intéressant. Il englobe aussi le féminisme, le pro-féminisme. Ça veut dire que les hommes peuvent travailler sur cette question qui est très importante, mais en travaillant sur les hommes eux-mêmes. Et sur eux-mêmes. Et ça, je trouve ça génial. Donc...
dans cette Madame lecture-là. Hajdi, sur cette question de l'universalisme qui était parmi les références centrales du féminisme historique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a un recul de cet universalisme comme cadre de pensée, comme cadre de référence? Et puis je vous pose une autre question, parce que vous avez évoqué la question de la Constitution tout à l'heure. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui l'émancipation totale des femmes à l'intérieur des constantes comme l'islam et la religion musulmane inscrite dans la Constitution? Est-ce que c'est seulement possible de penser une émancipation totale à partir de ces constantes? Alors je réponds d'abord à la première et puis je passerai à votre deuxième question. Moi je pense que il n'y a pas de contradiction, si vous voulez, profonde en ce qui concerne un des pays musulmans, à travailler sur des droits universels, parce que notre Constitution les reconnaît de manière très très claire, et à utiliser finalement les analyses de déconstruction des textes et du discours disons de leur donner un autre sens, avec un sens beaucoup plus féministe. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. Nous, en tout cas, en tant que mouvement des droits des femmes, nous l'avons utilisé, notamment pour le plan d'intégration de la femme au développement. Nous avons été obligés et nous avons même organisé énormément de colloques sur cet aspect-là. Et vous ne pensez pas qu'il est attaqué aujourd'hui, qu'il est discrédité? L'universalisme? Oui. Est-ce qu'il est autant audible qu'il y a quelques décennies? Ou est-ce qu'il est concurrencé aujourd'hui par un féminisme plus conservateur avec un référentiel religieux? Pour le cas du Maroc, peut-être. Au niveau international, non. Ce n'est pas du tout le cas. Au Maroc, moi, je pense qu'il y a peut-être une mauvaise interprétation des choses. Parce que très souvent, on lie les droits universels à la laïcité, ce qui est faux. Sur le plan, si vous voulez, analytique, ce n'est pas la même chose. Les droits universels ne sont pas liés forcément à la laïcité. Et je suis désolée de contredire Madame Esma El-Mrabet sur cet aspect-là. En ce qui concerne votre deuxième question, qui disait est-ce que l'on peut penser une émancipation totale à l'intérieur des constantes définies par la Constitution. Je le pense, oui. Je le pense parce que je sais que le Coran, si tu veux, l'islam n'est pas du tout en contradiction avec la question de l'égalité. Et qu'on peut réinterpréter les textes, comme l'a dit Soufiane tout à l'heure, puisqu'il y a tout un mouvement universel aujourd'hui, je dirais, ou en tout cas mondial, de réinterprétation des textes dans ce domaine-là. Donc non, je pense qu'il est possible, dans le cadre des constantes de la nation, d'arriver à une émancipation totale. Et c'est ce que nous essayons de faire, par exemple, avec le mouvement parité maintenant, à travers donc la mise en œuvre de l'article 19 qui a trop tardé, c'est d'essayer justement d'ouvrir la voie vers cette émancipation. Alors, une dernière question, et vous faites une excellente transition, Madame Hajdi, c'est la dernière, parce qu'il nous reste 5 minutes. C'est celle de la représentation des femmes, cette question de la parité et du lien avec les politiques. Sonia Tarab et Soufiane Henani, vous le disiez tout à l'heure, c'est un travail qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, par une réaction immédiate à des événements qui peuvent indigner et qui peuvent insurger. Donc, c'est d'autres formes de militantisme qui s'inscrivent moins dans la pensée intellectuelle ou sur du long terme que sur une réaction immédiate et avec des nouveaux outils. Donc, 2 questions, et vous y répondez chacun votre tour. La première, c'est la question du lien aux politiques. Sonia Tarab, je crois que vous avez envoyé des questionnaires, vous pourrez nous en parler. Et ben voilà, j'ai oublié ma deuxième question, donc je vous laisse répondre déjà à la première. Allez-y, Sonia Tarab, je commence avec vous. Nous, ce qu'on a constaté, et avant même ces lettres qu'on a envoyées aux partis politiques pour leur demander de réagir sur le 490 et de partager avec nous leur position, ce qu'on a constaté pendant la pétition, c'est que les jeunes ne voulaient pas signer la pétition parce qu'on devait s'inscrire sur les listes électorales pour signer la pétition. Et donc ces jeunes qui nous soutiennent, qui nous écrivent, qui nous disent on est prêt à tout faire pour vous, dites-nous ce que vous voulez, on est prêt, on est là, ils parlent, ils s'expriment, etc. Ben, dès qu'arrive ce moment où ils doivent participer à la politique ou être des citoyens à part entière, ben ils disent non, moi je ne crois pas en la politique, je ne crois pas dans les partis politiques, je ne m'inscris pas sur les listes électorales. Et je pense que ça,
C'est un constat qu'on a fait qui est très dur et aujourd'hui on le voit avec les élections qui approchent. Les jeunes ont perdu confiance dans les systèmes politiques. Ils n'ont aucun espoir de changement à travers la politique au Maroc. Ils ne pensent même pas qu'on va pouvoir changer la loi grâce aux partis politiques. Mais pourtant, ce sont bien des députés qui votent la loi et qui font les lois. Exactement. Et bien ça, il y a tout un travail à faire aussi par rapport à ces députés qui peut-être n'écoutent pas suffisamment la revendication de cette jeunesse. Il y a aussi un travail à faire par rapport à ces outils qu'on utilise. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la pétition, l'outil même de signer cette pétition qui dit que tu dois être inscrit sur les listes électorales. Ben peut-être que c'est antinomique aussi. Et le fait de dire aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait avec les lettres qu'on a envoyées aux politiques, c'est une manière de rétablir le dialogue entre ces jeunes qui nous suivent et qui nous demandent, OK, les élections approchent. Et vous avez eu des retours des partis politiques? Là, on va publier les réponses dans une trentaine de jours environ. Donc, on a envoyé les formulaires. Mais pour nous, c'était vraiment une manière, enfin, on ne se fait pas d'illusions. On sait très bien que la plupart des partis vont dire qu'ils sont contre le 490. Mais le but, c'est déjà de les obliger à s'exprimer là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques au Maroc, même des grands partis qui sont importants, qui ne se sont jamais exprimés sur la question. Et donc, quand on voit des scandales aujourd'hui qui secouent la société marocaine durant cette année, comme l'affaire de Hana, ben, juste les forcer à prendre position, c'est déjà une avancée, c'est déjà un semblant de dialogue, au fait. Madame Lhouina, parce qu'entre-temps, j'ai retrouvé ma deuxième question. Donc, je vais revenir sur la question précédente que vous avez Alors, posée. très rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps, Oui. mais du coup, la deuxième question, c'était aussi, est-ce que les mouvements féministes aujourd'hui marocains se sont totalement émancipés des partis politiques? Et donc, la même question aussi qu'à Sonia Tarab, celle de la demande vis-à-vis des partis pour faire aboutir les revendications féministes. Ok. À propos de votre précédente question, je peux dire que le féminisme, comme vous le nommez, islamique, est devenu aujourd'hui porteur au-delà du Maroc grâce à son discours éthique ouvert, en s'éloignant de plus en plus de la logique de la confrontation et en adaptant une vision plus réaliste basée sur la tolérance, la modernité, le dialogue, la compréhension mutuelle des valeurs universelles, et aussi grâce à son accompagnement des problématiques féminines au sein des organismes internationaux. Donc finalement, il a su s'adapter. Oui, en étant plus éthique, plus ouvert, il a su rejoindre les autres mouvements. Oui, il a su s'adapter et précisément revenant au contexte religieux. Le contexte religieux a toujours été fondamental dans tous les discours et dans tous les débats sociétals marocains. Et sa modernisation s'impose de plus en plus. Maintenant, pour qu'il soit adapté aux besoins renouvelables de la société, et des femmes doivent y participer activement. Et d'ailleurs, l'implication des femmes dans les projets réformateurs de la religion est impérative. Et ils sont déjà bien impliqués par leur représentation dans le Conseil supérieur des ulama et les conseils régionaux et les conseils provinciaux. Donc, il est encore en évolution. Oui. Oui, et finalement, tout ce que par conclusion, je peux dire que finalement, notre posture intellectuelle en tant que femme militante pour la cause féminine au Maroc, dans ce contexte qui a plusieurs points de vue, dont nous n'avons aucun choix, d'ailleurs, que continuer à mobiliser les femmes marocaines. Je suis vraiment navrée parce que moins d'une minute. Parce que je voudrais quand même un mot de conclusion aussi de nos deux autres dans invités. Le respect, par conclusion, il faut rester dans le respect profond des principes nationaux, loin des lectures très patriarcales et discriminatoires des textes religieux. Merci. Alors je suis désolée, vous deux, vous avez 10 secondes pour un dernier mot sur est-ce que vous croyez encore aux politiques et à un plaidoyer porté par des politiques sur la question des femmes. Je vais essayer d'être très très court. Non, il ne faut pas essayer, il faut être court. En fait, moi je trouve que l'engagement des jeunes dans les réseaux sociaux est déjà politique, parce qu'il est capable de changer les lois. On l'a très bien vu dans l'affaire de Amin El-Filali il y a des années auparavant, mais aujourd'hui avec le mouvement 490, que le fait que les jeunes prennent la parole, ça est capable de créer un débat public. Alors, juste on rappelle, Amina Filali, c'est la jeune fille qui s'était suicidée parce qu'elle ne voulait pas se marier comme la loi l'y obligeait avec son violeur, et la mobilisation a permis un changement de l'article de loi. Tout à fait. Et rapidement, juste par rapport aux partis politiques, moi je trouve que l'engagement des partis politiques, il ne doit pas être fait un 8 mars ou 3 semaines avant les élections. L'engagement des partis politiques pour l'égalité femmes-hommes ou l'égalité des genres en général doit faire partie des valeurs, des règlements et de revendications de ces partis, parce que sinon, ça ne va être qu'un Rassil Benefsaji qui veut dire instrumentaliser ces questions-là pour gagner aux élections.
Madame Haji, 10 secondes pour conclure. C'est télégraphique, si j'ai bien compris. D'abord, nous ne pouvons pas nous passer des politiques. Nous sommes en démocratie. Et nous sommes obligés donc de passer par les politiques. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre du comité parité, du collectif Parité Maintenant. Deuxièmement, effectivement, les politiques aujourd'hui, je pense que c'est un appel qu'on doit tous leur faire, jeunes et moins jeunes, etc., toute la société, c'est qu'il y a un gap entre leur discours et leur pratique. Nous leur demandons progressivement de faire en sorte que ce gap, ce fossé soit rempli et qu'ils puissent véritablement jouer le rôle dans un cadre d'intérêt général. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir éclairés sur ce sujet inépuisable. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur 2M. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Et quant à nous, on se retrouve dans un mois avec un nouveau débat. Très bonne soirée à tous.